La thérapie systémique soigne les relations et la communication dans les familles ou dans les couples. En cela, elle s'attaque aux dysfonctionnements dans leurs interactions. Elle s'adresse donc aux couples et aux familles en difficulté pour définir leur appartenance, la place et le rôle de chacun, en difficulté pour se séparer sans pour autant couper les liens, et en difficulté pour s'insérer dans leur environnement. Qui sont ces couples et ces familles qui connaissent ces difficultés? Y aurait-il des organisations amoureuses ou familiales plus susceptibles que d'autres de souffrir dans leurs interactions? En conséquence de quoi, y aurait-il une forme familiale ou amoureuse, dite normale, saine de tout dysfonctionnement relationnel? Si tel est le cas, une définition du modèle à suivre pourrait être établie. Ce qui suppose au préalable de pouvoir définir ce qu'est une famille, ce qu'est un couple dans notre société occidentale du XXIe siècle. Et ce n'est pas une mince affaire. Au premier abord, cela semble une évidence. Parce que cela nous concerne tous, nous avons intuitivement une définition du couple et de la famille, produit de notre expérience personnelle et de nos représentations. Cette facilité à spontanément caractériser ce qu'est un couple ou une famille est paradoxalement un frein à leur définition précise. Demandez à 10 personnes différentes ce qu'elles entendent objectivement par couple ou famille, vous obtiendrez 10 réponses différentes. En ce qui concerne le couple, pour caractériser l'union entre deux individus, certains évoqueront des critères d'âge, de genre, d'appartenance culturelle, d'autres des modalités de cohabitation ou d'autres encore un partage d'intérêts. Pour la famille, s'ajoute en plus le problème de la limite. Où commence et où finit une famille? Ne comprend-elle que les liens biologiques ou adoptifs? Se limite-t-elle à la famille restreinte, les parents et les enfants, ou comprend-elle la famille élargie? Et si oui, jusqu'où? Les cousins, les beaux-parents, les arrière-grands-parents, les demi-frères et sœurs? Et les amis et la famille de cœur dans tout cela? Pour beaucoup d'individus, certaines personnes qui ne figurent pas sur leur livret de famille occupent une place centrale et comptent autant voire plus qu'un frère ou une mère. Du côté de la loi, le droit français a légiféré sur la famille, mais ne lui a pas donné de définition officielle. Le Code civil ne définit pas la famille. En fait, la loi aborde la famille et le couple à travers les relations d'alliance, de filiation et de succession. En y regardant de plus près, hors crise familiale qui peut aboutir à la convocation de la famille élargie, le Code civil, pour organiser ce réseau de relations, se réfère traditionnellement à la famille nucléaire, composée du père, de la mère et des enfants. Il semble cependant que le législateur prenne progressivement conscience que cette façon d'envisager la famille ne correspond plus aux mœurs actuelles. Le droit de la famille tend à bénéficier d'un mouvement de libéralisation afin d'adapter les lois aux nouvelles évolutions sociales et sociétales. Paradoxalement, la loi qui catégorise souligne ici que toute tentative de définition unique de la famille ou du couple est vaine. Bref, il nous est impossible d'identifier une forme familiale type et donc de tracer une ligne de démarcation entre un modèle familial légitime et les autres. Ces systèmes ne peuvent s'appréhender que dans leurs dimensions relationnelles multiples et mouvantes, car fonction des époques, des cultures ou encore des mœurs. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'avec les avancées scientifiques, sociales, sociétales et législatives, les cartes qui constituent les relations familiales ou de couple ont complètement été rebattues. Pour preuve, l'évolution et le découplage des repères sociaux à la base des notions de couple et de famille. Sexualité ne va plus de pair avec procréation. Les droits à la contraception, à l'avortement, à la procréation médicalement assistée, PMA, avec tiers donneur, ont contribué à désatteler actes sexuels et fécondation. Filiation et procréation s'en retrouvent également dissociées. La parentalité, en tant que capacité pour un adulte à exercer les fonctions nécessaires au développement d'un enfant, se distingue du repère généalogique et juridique qu'est la parenté. Les instances paternelles et maternelles sont fragmentées. Le géniteur ou la génitrice ne sont pas forcément les parents d'intention, qui sont possiblement différents des parents éducateurs. Cette multiplication des liens invite à nous demander, sans forcément répondre, si le terme de famille est encore adapté. Ne devrions-nous pas plutôt parler de constellation affective?
où la légitimité repose désormais sur les liens affectifs polymorphes entre un ou plusieurs adultes et un ou plusieurs enfants. Les donnes relationnelles y sont multiples et confirment la dimension composite des origines. Et ce, d'autant plus que la notion de filiation est elle-même questionnée avec l'évolution des lois sur l'adoption ou les tests de paternité. En effet, avec l'ADN, une paternité jusqu'alors incertaine d'un point de vue biologique est désormais certifiable. La présomption de paternité qui désigne automatiquement comme père le mari de la femme qui vient d'accoucher se voit interrogée. La filiation est également repensée symboliquement. Depuis 2005, le patronyme est remplacé par le nom de famille, qui peut être celui du père certes, mais aussi celui de la mère ou des deux parents. Autre découplage, filiation et alliance. Avec le mariage et ses évolutions, avec le Pacs, l'union libre, l'accès au divorce, beaucoup d'enfants naissent hors mariage ou se retrouvent, par le jeu des nouvelles unions, élevés par des adultes liés entre eux par d'autres alliances que leurs parents légaux. Genre et rôle est également un duo remanié. L'émancipation de la femme, la reconnaissance de l'homosexualité, la parité ou encore les métamorphoses de la paternité ont ouvert le jeu. Depuis 1970, la puissance paternelle n'est plus. Les parents disposent d'une autorité conjointe, quel que soit leur genre. Les femmes peuvent occuper des rôles réputés masculins et les hommes des rôles dits féminins. La répartition des temps dévolus aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants ou aux activités professionnelles tend à progresser dans un sens plus égalitaire. La conjugalité et la parentalité sont aussi disjointes. Partager avec un partenaire des conditions matérielles de vie, une organisation du quotidien, une communauté de projets et de sentiments, n'est plus forcément en lien avec la conception et l'éducation d'un enfant. La succession logique, création d'un couple, puis conception d'un enfant et constitution de la famille, a vécu. C'est désormais moins le couple qui engendre l'enfant que l'enfant qui, même s'il continue de signer l'avènement de la famille, peut de façon optionnelle, en tant que projet, être à l'origine du couple. La logique s'est inversée. Cette centralité de la place de l'enfant aboutit à ce que droits spécifiques et protection lui soient octroyés. Dans ce sens, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 entérine le nouveau principe juridique de l'intérêt supérieur de l'enfant. De ce fait, la capacité à élever un enfant, condition à son bon développement, doit être soutenue, ce qui contribue à affirmer d'autant plus l'importance de la parentalité. En outre, avec le développement de la coparentalité, voire de la pluriparentalité, avec notamment les arrangements éducatifs qui résultent des divorces, parents, enfants, couples amoureux ne vivent plus forcément sous le même toit. Un couple peut être parental et non conjugal, une équipe éducative plus qu'une dyade amoureuse. La conjugalité elle-même est aussi interrogée en son sein. Elle ne conditionne plus la sexualité. Par exemple, les nouvelles technologies mobiles et digitales ont multiplié les possibilités de rencontres sexuelles sans engagement. Au final, les repères sociaux constitutifs de la famille et du couple, qui avant s'imbriquaient et se superposaient, sont aujourd'hui complètement recomposés. Ces reconfigurations signent l'avènement de nouvelles façons d'être en couple et de faire famille. Ces nouvelles familles, recomposées, monoparentales, métissées, transculturelles ou encore homoparentales, sont autant de systèmes humains avec un fonctionnement, une organisation communicationnelle et relationnelle spécifique. Et comme de nouvelles études le soulignent, ces recompositions singulières sont fonctionnelles. Moins d'un enfant sur 4 issu d'une famille divorcée présente des troubles graves ou durables. Certes, les cohabitations successives avec des relations instables et changeantes constituent un facteur de risque élevé de mauvaise adaptation pour l'enfant. Cependant, les enfants peuvent s'épanouir dans différents arrangements de parenté stables et bienveillants. Dans les familles monoparentales, avec un fonctionnement parental solide, notamment avec l'appui de la famille élargie, les enfants s'en sortent plutôt bien. La diversité culturelle n'entrave en rien la fonctionnalité d'une famille si celle-ci est encouragée à maintenir lien et fierté à l'égard de ses racines familiales, de sa culture, de sa langue ou encore de ses valeurs spirituelles. Les enfants élevés par des parents homosexuels grandissent tout aussi bien que d'autres élevés par des parents hétérosexuels, aussi bien au niveau du bien-être psychologique qu'au niveau de l'adaptation sociale. La société a évolué vers une pluralité de modèles familiaux et de couples. Ces systèmes disposent aujourd'hui de plusieurs options pour s'organiser.
Ils ne s'enferment plus dans un modèle figé, mais peuvent éprouver différents modes d'organisation en fonction de ce qu'ils vivent. Il n'est donc pas souhaitable que les familles ou les couples soient standardisables. La viabilité d'un couple ou d'une famille n'est pas de coller à une norme pour fonctionner, mais de fonctionner pour construire ses propres normes. La fonctionnalité d'une famille réside non pas dans son essence, mais dans son processus. Des relations stables, engagées et bienveillantes sont les éléments les plus importants pour un fonctionnement sain. Différentes structures familiales ou de couple peuvent être fonctionnelles, aucune, par définition, n'est saine ou pathologique. Il n'existe pas d'organisation familiale ou amoureuse plus susceptible que d'autres de souffrir dans leurs interactions. Aucune configuration familiale ni ne prédispose aux difficultés relationnelles et communicationnelles, ni ne l'en prémunit. Par conséquent, l'approche systémique qui soigne les interactions dans les couples et les familles s'adresse à tous les couples et à toutes les familles, quelle que soit leur nature.